de l'étranger de la Tunisie. Et je donne à présent la parole à son Excellence, M. Abdullah Khalil, ministre des Affaires étrangères de la République des Maldives. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, le 21 de ce mois, nous avons commémoré le 60e anniversaire depuis l'adhésion des Maldives aux Nations Unies. Et ces 60 dernières années, nous avons placé notre confiance dans cette institution et dans le système multilatéral qu'il représente. Il nous promettait que la souveraineté compte, que les frontières sont respectées et que tout pays, petit ou grand, a la même voix, la même part pour façonner notre avenir commun. Et cette confiance n'a jamais été naïve. Elle a reposé sur la conviction que les lois limitent le pouvoir et que les règles s'opposent à la coercition. Mais les assurances, les garanties ne résistent qu'aussi longtemps que l'ordre fondé sur les règles est respecté. Lorsqu'il y a infraction, sans redevabilité, nous perdons plus qu'un ordre. Nous perdons la foi dans le système lui-même. Et lorsque la foi s'effondre, ce n'est pas la paix qui vient remplir ce vide. C'est le pouvoir débridé, un pouvoir qui redessine les frontières, qui réduit au silence les voix et qui foule aux pieds les normes. Et c'est à cette érosion que nous assistons. 3 lignes de fracture dans l'ordre mondial. Tout d'abord, le tabou de la conquête. Pendant des décennies, il y avait une règle qui s'appliquait. Les frontières ne pouvaient être changées par la force. Cela sous-tendait la paix, mais c'est une fondation qui est en train de s'effondrer. Chaque infraction, une fois permise, devient un précédent. Et le précédent invite à la répétition. Ensuite, deuxièmement, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Ce ne sont pas simplement des slogans, mais des règles essentielles pour la paix, le développement et la dignité. Mais aujourd'hui, les agresseurs puissants les traitent comme quelque chose de facultatif. Troisièmement, le multilatéralisme. La doctrine selon laquelle les défis communs nécessitent des solutions communes. Cette doctrine est aujourd'hui prise d'assaut. Lorsque les institutions sont contournées, lorsque les vétos paralysent, lorsque les lois sont appliquées de manière sélective, eh bien, la confiance s'effiloche. Et c'est tout le système qui se décompose avec. Et nous assistons à cette érosion partout. En Palestine et en particulier à Gaza, le génocide d'Israël en cours a tué plus de 66 000 civils, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. En Cisjordanie, la violence des colons s'intensifie. Ils essaient de forcer encore plus de Palestiniens à fuir et annexer encore plus de terres. Israël a, de manière délibérée, éhontée et répétée, violé le droit international. Israël a défié des centaines de résolutions du Conseil de sécurité et de 7 assemblées. Israël a rejeté les décisions de la Cour internationale de justice et a sanctionné la Cour pénale internationale. Des personnes tuées alors qu'elles mendiaient des aliments. Des mères portant le corps de leur bébé sans vie. Des enfants, le regard perdu, vide, porté sur les ruines de leur maison et de leur avenir. Ce sont des images qu'on ne peut tout simplement pas oublier et on ne peut passer à autre chose. Et
la pure hypocrisie. C'est que ce génocide est alimenté par des armes et des fonds provenant de ces mêmes pays qui prétendent défendre les droits humains. Ces mêmes pays qui ont contribué à définir ces normes et ces lois qui sont enfreintes. Par leurs actions, ils signifient le refus de voir les Palestiniens en tant qu'êtres humains, égaux, méritant la vie, la dignité et la liberté. Et cette complicité est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. Je répète, cette complicité est la honte du siècle. Je serai claire. La famine ne peut jamais être une arme de guerre. Les innocents ne peuvent être mutilés sans merci, détenus arbitrairement et tués sans pitié. Cet assaut contre la souveraineté est également clair dans l'attaque illégale récente d'Israël contre le Qatar, la Syrie, le Liban, le Yémen, la Tunisie et l'Iran. Chaque frappe est un rappel que les frontières sont piétinées lorsque le pouvoir élève la voix et prend le dessus sur le droit. Dans chaque cas où les lois et les normes cèdent la place au levier, où la responsabilité fait place à la facilité, les tendances sont les mêmes. Si cette érosion se poursuit, la question ne sera plus de savoir si cela va se reproduire, mais plutôt qui sera la prochaine victime. L'ONU 80 doit être un moment, un tournant décisif pour la réparation. La réforme n'est plus facultative. C'est la seule voie qui nous permettra d'avancer. Toute réforme sérieuse doit s'attaquer à la paralysie du Conseil de sécurité. Nous avons besoin d'un Conseil élargi et plus représentatif. Le point de départ doit être un siège par roulement pour les PEID. Nous avons besoin d'un Conseil transparent dans ses délibérations et redevable dans ses décisions vis-à-vis des membres et de lui-même. Nous avons besoin d'un Conseil qui ne se cache pas derrière la menace du veto. Le secrétaire général a lancé une réforme sur 3 axes qui doit être dirigée par les membres, orientée par les membres et axée sur la mise en œuvre. Elle devrait renforcer la présence de l'ONU et en particulier dans les PEID. Elle devrait aligner les mandats et garantir un financement du développement qui soit prévisible. Cette réforme devrait garantir suffisamment de personnel pour exécuter les programmes. Cet alignement ne doit pas signifier moins, mais plus de services et plus de soutien. Nous devons également faire face à un autre déséquilibre. Et les Nations Unies doivent donner l'exemple par l'égalité. Mais la réalité honteuse est que nous n'avons jamais eu de secrétaire général qui soit une femme jusqu'à aujourd'hui. Et le moment est venu de corriger le tir. La réforme n'est pas simplement une question de structure, c'est une question de crédibilité. Et la crédibilité se maintient ou se perd avec la confiance dans le multilatéralisme. Et nous assistons à une érosion de cette confiance. Et à moins d'agir, ces institutions bâties pour maintenir notre système vont continuer de s'affaiblir. Si l'ONU ne peut plus prévenir, protéger et apporter confiance dans la confiance dans le multilatéralisme va continuer de s'éroder. L'ONU 80 doit réparer ses garde-fous avant qu'ils ne puissent plus être réparés. Et la réparation commence par le patrimoine commun. C'est le test ultime pour savoir si le droit et le multilatéralisme continuent de compter. Il y a une décennie, cette Assemblée a adopté 3 documents fondateurs. Mais aujourd'hui, le programme à l'horizon 2030 n'est plus sur les rails. La promesse de Paris a été brisée
Et le programme d'action d'Addis Abeba n'est toujours pas réalisé. L'urgence climatique ne cesse de s'exacerber et les plus grands émetteurs échappent à leurs responsabilités, consistant à couper les émissions, à payer pour les pertes et préjudices infligés aux pays tels que le mien, les Maldives. Et de la même manière, sous le poids écrasant de la dette extérieure, les créanciers et les institutions resserrent les taux et ils privent les économies en développement de l'espace fiscal nécessaire pour la résilience, la santé et l'éducation. Il y a des promesses qu'il vaut la peine de tenir. L'accord BBNJ, qui entre en vigueur en janvier prochain, doit être universellement ratifié et pleinement mis en œuvre, avec un partage des avantages, un transfert technologique et un renforcement des capacités qui soient réelles, prévisibles et accessibles pour les PEID. Les engagements découlant de la Conférence des Nations Unies sur les océans, la FFD4, doivent se traduire par des gains concrets pour nos îles. Et par-dessus tout, cela doit nous mener à l'allègement de la dette. L'architecture financière mondiale doit nous permettre de procéder à une restructuration plus profonde, plus rapide, plus juste, à intensifier le financement concessionnel pour les PUD, à garantir que le financement climatique soit supplémentaire, prévisible et aligné sur les besoins d'adaptation. Nous n'avons pas besoin de regarder très loin pour trouver des solutions. Le programme d'Antigua et Barbuda nous offre une feuille de route pour arriver à la prospérité et à la résilience pour les PEID. Mais cela nécessite également une résilience économique, une intensification de l'action climatique, un soutien en la matière, une accélération de la protection de la biodiversité, la conservation et l'utilisation durable des océans et l'inscription dans le courant général de la réduction des risques de catastrophes. Le sommet social mondial à venir à Doha doit nous permettre de renouveler le contrat social. Un environnement propre, sain, durable, un travail digne, une protection sociale universelle. Et l'inclusion ne sont pas des privilèges, ce sont des droits. Les droits humains ne doivent jamais être considérés comme des outils à des fins politiques ou diplomatiques. Cela doit être un moyen d'alléger la souffrance et d'appuyer les communautés. Et c'est pourquoi les Maldives continuent d'être champions des valeurs de droits humains, y compris la justice climatique, l'égalité de genre et les voix des jeunes. Nous continuerons d'être la voix des PEID qui sont trop souvent exclus, ignorés et peu entendus. Nous défendons une réforme à l'étranger, en commençant par assumer nos responsabilités chez nous. Les Maldives 2.0 sont notre empreinte pour le changement. Il s'agit de donner une nouvelle forme à la gouvernance, à la numérisation des services. Il s'agit d'édifier une économie inclusive, adaptée à l'avenir, pour s'assurer que chaque enfant sur chaque île ait les mêmes chances de prospérer. La santé est essentielle. Nous avons interdit les cigarettes électroniques et le tabac pour la génération à venir. Nous apportons des traitements contre les maladies non transmissibles dans nos communautés. Nous élargissons les soins de santé mentale et nous préparons aux réalités du vieillissement de la population. Les jeunes sont au cœur de nos choix. Nous élargissons l'accès au renforcement des capacités, de la formation professionnelle. Nous ouvrons de nouvelles possibilités dans le monde de l'emploi. Nous créons de l'espace pour ces jeunes afin qu'ils puissent bâtir l'avenir qu'ils imaginent aujourd'hui. La soutenabilité sous-tend notre développement. Et les résultats que nous obtenons dans le domaine des océans vont informer la manière que nous avons de protéger la biodiversité. Notre troisième contribution définie à niveau national nous engage
En effet, nous voulons générer un tiers de notre électricité à partir de sources renouvelables. Et l'innovation mène à la résilience. Le président Mohamed Mouzouz s'est positionné, et a positionné les Maldives en tant que plaque tournante pour les investissements et les idées. Nous avons un centre financier international aux Maldives qui sera la pierre angulaire, qui comptera avec le soutien de mesures d'encouragement fiscal et réglementaire compétitives dans le cadre de notre cadre pour les zones économiques spéciales. La géographie est un atout que nous avons l'intention d'utiliser en investissant dans le secteur maritime, la logistique, les passerelles commerciales. Nous sommes en train de placer les Maldives au carrefour des échanges mondiaux. Et l'inclusion continue d'être notre promesse. Les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les MPME, et en particulier celles qui sont dirigées par les femmes et les personnes handicapées, pourront compter sur le soutien dont elles ont besoin pour garantir leur succès. Et ce faisant, nous ne nous contentons pas de renforcer la résilience chez nous, mais également de contribuer à une communauté mondiale plus robuste, plus juste. Et nous avons un choix difficile à faire. Nous pouvons rebâtir les fondations du droit et des normes ou accepter un monde où c'est le plus fort qui fait la loi. Les petits États seront les premières victimes d'un monde sans loi. Mais nous ne serons pas les seuls à souffrir. Aucun État, petit ou grand, ne sera à l'abri. Dans un tel monde, les frontières deviendront des monnaies d'échange, les droits humains deviendront sélectifs et le patrimoine commun sera gratuit pour tous. Nous refusons d'accepter ce sort. À l'ONU 80, nous devons restaurer ce tabou contre la conquête. Nous devons restaurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Nous devons revitaliser le multilatéralisme. Et il ne s'agit pas simplement d'une discussion, c'est un système qui nous permet d'agir avec courage, clarté, conviction. Car si les règles résistent, alors les petits peuvent résister aussi. Et si les petits peuvent résister, alors nous toutes et tous pourrons nous lever la tête haute. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères des Maldives.